On va commencer. Donc, bonjour à tous à nouveau. Je suis Marguerite Collignan. J'ai le double honneur d'être la directrice de l'éducation financière à la Banque de France et d'animer la troisième et dernière, d'ailleurs, table ronde de la journée. Alors, journée qui, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent en ligne pour ce webinaire-là, est à la journée de lancement de la semaine de l'éducation financière. Semaine de l'éducation financière qui a pour thème cette année « Protège ton argent, préserve ton avenir » et qui se concentre donc sur les fraudes, les arnaques. On l'a déjà dit à plusieurs reprises au cours de la journée, on voit monter ces fraudes à la fois en volume, et en nombre de fraudes et au nombre d'euros, à la fois que ça coûte à l'économie française, mais aussi en nombre de types de fraudes qui sont utilisées. On a déjà entendu les noms hameçonnage, faux conseiller bancaire, fraude à la mule, fraude à l'aide technique, il y a tout ce qui est arnaque sentimentale, usurpation d'identité. Alors comment s'y retrouver dans un monde où, ma foi, les escrocs, les pirates deviennent de plus en plus inventifs et surtout de plus en plus crédibles. Et fini l'époque où les mails étaient tout de suite jetés parce que remplis de fautes d'orthographe et d'informations erronées. Les mails aujourd'hui, les sites que les escrocs déploient sont vraiment crédibles. Et on l'a dit lors de la précédente table ronde, ils déploient de plus en plus des leviers émotionnels. Ils vont jouer sur les émotions de la victime pour la faire réagir le plus rapidement possible et pas lui laisser le temps de réfléchir en fait en face de la fraude. Et quand on joue sur le levier de l'émotion, on joue sur la personne et donc les moyens techniques sont nécessaires, les moyens de sécurité technique sont nécessaires, mais ils sont plus suffisants pour se prémunir des fraudes. Donc il faut que chacun d'entre nous, chacun des citoyens soit assez bien formé et sensibilisé pour savoir détecter, pour savoir identifier les arnaques, pour savoir comment réagir et pour savoir quels sont les recours. Alors, j'ai trois intervenants avec moi et avec nous cet après-midi pour nous aider à répondre à cette question de manière globale, puis aux vôtres ensuite, aux questions que vous avez pu rencontrer, vous allez rencontrer, puisque nous réserverons bien sûr du temps pour les questions-réponses en fin de table ronde. Alors, Caroline Bontemps, vous occupez de veille et de surveillance des marchés à la CPR. Je vous laisse peut-être vous présenter en quelques mots. Bonjour, donc Caroline Bontemps, effectivement, je dirige un service de contrôle des pratiques commerciales au sein de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui s'occupe donc de veiller à la préservation de la stabilité financière et à la protection des clients. Et je passe la parole. Alors, lieutenant-colonel Jean-François Lalayer, vous êtes adjoint chef de division de la proximité numérique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire ? Alors, bonjour. Je suis le chef de division adjoint à la proximité numérique au sein de l'unité nationale cyber en charge de lutte contre les cybermenaces pour la gendarmerie nationale. Merci. Et Hervé Mondange, vous êtes juriste à l'association AFOC. Quelle est cette association ? Absolument, l'association Force ouvrière consommateurs. Donc, nous sommes une association nationale de consommateurs. Pour ma part, je me suis spécialisé depuis quelques années sur la protection du consommateur dans le secteur financier. Et vous avez entendu parler tout à l'heure de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Je siège dans cet observatoire où je représente, avec d'autres, les intérêts des consommateurs. Merci. Donc pour travailler ensemble aujourd'hui, pour identifier les bons réflexes pour réagir, je vous propose d'étudier ensemble 5 cas concrets, 5 cas qui nous sont remontés du terrain. On va regarder 5 témoignages et vous allez pouvoir nous dire ensuite comment identifier et bien réagir. Alors, je vous propose de commencer par un premier témoignage, par une première vidéo qui témoigne d'une arnaque qu'on voit monter en puissance cette dernière année, l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Un de nos adhérents a été contacté par une personne qu'il pensait être le responsable du service fraude de sa banque. Ce conseiller lui a indiqué qu'il y avait actuellement sur son compte des opérations de montant important et il lui a demandé s'il était à l'origine de ces opérations. À partir de là, bien sûr, l'adhérent a dit que ce n'était pas lui. Le faux conseiller lui a dit qu'il pouvait arrêter les opérations. Par le système 3D Secure, le faux conseiller a envoyé des SMS à notre adhérent qui a validé parce que le ton du faux conseiller était vraiment très précis et insistant.
Au bout du compte, ces validations de SMS ont servi à soustraire à notre adhérent 1 200 € sur son compte et la banque ne l'a pas remboursé car elle a trouvé qu'il avait été négligent en validant les SMS. Caroline, vous pouvez nous dire si les arnaques de ce type sont vraiment de plus en plus fréquentes, et notamment quand l'utilisation d'un numéro de téléphone qui ressemble au numéro de téléphone de la banque, ou qui est même identique, est utilisée? Alors, c'est effectivement très fréquent, de plus en plus fréquent, et on en a parlé dans la table ronde précédente. C'est ce qu'on appelle la fraude au faux conseiller ou le spoofing, quand il y a utilisation du numéro de téléphone de la banque ou du service antifraude de la banque, ou du service d'opposition, plus que service antifraude, parce que je ne suis pas sûre que le terme antifraude existe réellement dans les services des banques. Et c'est très fréquent. Et en fait, là, comme tu le disais tout à l'heure, Marguerite, en fait, on joue sur les émotions. C'est-à-dire qu'on va mettre le client dans une situation de panique en lui disant il y a des opérations frauduleuses qui sont en train de passer sur votre compte, il faut absolument les arrêter maintenant. Et pour les arrêter, il va falloir que vous me donniez le numéro qui va apparaître sur votre écran si c'est dans le cadre d'un SMS, ou que vous validiez une opération sur votre application bancaire pour stopper le paiement. Sauf qu'en réalité, jamais, jamais, jamais une banque ne vous demandera de lui donner un numéro qu'elle vous envoie elle-même par SMS ou de valider une opération que vous n'avez pas initiée vous-même. Les seules opérations que vous pouvez valider sont celles que vous initiez vous-même. Et donc, ce sentiment d'urgence qui est créé pour le client doit au contraire appeler la vigilance. Si quelqu'un vous appelle et vous donne des informations qui créent une certaine panique, une certaine angoisse, une certaine urgence, ça doit absolument appeler la vigilance. Merci, Caroline. Et alors, pourquoi on est ciblé, comment on est ciblé par ce type d'arnaque, colonel? Alors, dans un premier temps, c'est la récupération de la donnée. Quand je parlais tout à l'heure des données à caractère personnel qui étaient volées, les bases de données qui étaient volées et parfois par exploitées. Je pense par exemple, France Travail a vu la semaine dernière ses bases de données volées. On n'est pas venu demander de rançon. On est juste venu récupérer des bases de données. Pour faire quoi? Pour monter d'autres arnaques. Donc on va coupler ça avec d'autres bases de données que l'on va avoir. On aura un profil utilisateur, un numéro de téléphone sur lequel on va réexploiter tout ça. On va réexploiter tout ça. Acheter un service de spoofing, ça se fait. Ça se fait régulièrement. Soit pour masquer son numéro et attaquer. Par exemple, régulièrement, les services de secours, les centres opérationnels de la gendarmerie, les CIC, police, sont régulièrement attaqués par ce genre de type de message, soit pour polluer et empêcher les secours ou les moyens d'être déployés. C'est assez simple, c'est une petite blague qui peut coûter cher au final, puisque ça reste quand même une infraction pénale derrière. Et puis dites-vous bien une chose, c'est que dans le numérique, on laisse tous une trace. Voilà, il suffit juste de savoir où aller chercher. En l'espèce, là, on récupère un numéro de téléphone, on récupère une identité, on sait que cette identité est rattachée à un compte bancaire chez un opérateur, et après, c'est tout simple. J'appelle la personne, je la mets en état, effectivement, de stress, je l'isole, j'abolis sa capacité de discernement. Tout à l'heure, on disait, on ne fait pas dans le monde réel certaines choses, pourquoi on les fait dans le monde cyber? C'est exactement la technique qui est utilisée, et puis on essaie de soutirer. Maintenant, il y a des actions qui sont très simples. Je fais du démarchage. Il y a des démarchages commerciaux agressifs. Si je veux acheter quelque chose, je vais vers l'opérateur, je vais vers mon prestataire, je vais vers ma banque, et c'est pas ma banque qui vient vers moi. En général, moi, ma banque, quand elle m'appelle, elle me dit pas il y a un problème sur mon compte, elle me dit il faudra que vous nous rappelez. Et je rappelle sur le numéro, non pas qu'on m'a donné, mais le numéro que j'ai conservé d'il y a, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, ou voire même plus. Ça, c'est des principes de base. Alors, on comprend, appelons nous-mêmes notre banque. Mais néanmoins, une fois qu'on a été victime, on a entendu dans la vidéo le témoin dire la banque peut nous accuser de négligence. Et quels sont les recours par rapport à ça?
Oui, absolument. Alors, d'abord qu'il soit dit que le mieux, c'est d'éviter la fraude. Parce que ce que je vais vous raconter là fonctionnera dans un certain nombre de cas, mais qui sont quand même très réduits. La négligence grave du... J'ai du mal à le dire tellement ça me fait mal. La négligence grave du consommateur, hein, qui va permettre à la banque de dire bah, « non, vous avez été trop négligent, vous gardez la fraude pour vous », a quand même quelques petites failles et quelques petits interstices qui permettent aux consommateurs d'espérer être remboursés. Ce sera un faisceau d'éléments, hein, ce ne sera pas un seul, il ne suffit pas qu'il y ait un spoofing pour qu'on vous dise « Ah, pardon, c'était le numéro de l'agent, je vous rembourse tout de suite ». Non, ce sera un certain nombre d'éléments, mais moi j'incite les consommateurs à le faire. Ce sera regardé par le service consommateur, le service réclamation de votre banque, et si celui-ci n'est pas convaincu, par un médiateur indépendant qui aura été adoubé par une commission spécifique qui reconnaît les médiateurs de la consommation et donc les médiateurs bancaires, et un certain nombre de dossiers donneront lieu à un remboursement total ou partiel. Parfois, il y aura une espèce de jugement en équité, en justice, qui permettra d'avoir un remboursement éventuellement partiel, mais c'est toujours mieux que rien, vu les sommes parfois qui sont prélevées. Donc voilà, le mieux est d'éviter par de l'information, par de la vigilance extrême, mais lorsque ça arrive, et on vous a parlé des 13 recommandations de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, qui essayent d'améliorer le remboursement des consommateurs en cas de fraude. Il me semble que dans beaucoup de cas, il est intéressant tout de même d'essayer d'émettre une réclamation et de contester ce premier refus de la banque. Ça fonctionnera que dans un certain nombre de cas, mais c'est quand même un certain nombre de cas de personnes qui se verront remboursées. Si je peux rajouter quelque chose, vous pouvez aller déposer plainte dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police. On a l'obligation de prendre votre plainte. C'est pas d'aller sur une plateforme ou quoi que ce soit. On a l'obligation, si vous le souhaitez, de prendre votre plainte en physique. Alors, merci pour cette précision. On entend que le mieux, c'est d'éviter la fraude. Alors, je vous propose de continuer à en voir certaines d'entre elles, dont la fraude à la mule, qui, pour faire très très court, a une technique de blanchiment d'argent et de transfert de fonds. Et elle peut prendre vraiment plusieurs formes, et je vous propose d'en découvrir une maintenant. Notre association a été saisie par une adhérente dont le fils a été victime d'une fraude à la mule. Son fils, âgé de 16 ans, a été sollicité sur les réseaux sociaux par une personne qui lui a demandé un service moyennant une commission. Après plusieurs échanges, il a accepté que soit virée sur son compte bancaire la somme de 1 900 €. Puis, il a transféré 1 800 € sur le compte qui lui a été indiqué, tout en gardant une commission de 100 €. Ce jeune ne s'est pas rendu compte que cette opération était illégale. Le compte bancaire a été bloqué suite à une enquête. Des sanctions lourdes peuvent être encourues pour avoir participé à une opération de blanchiment d'argent. Alors, on a entendu réseaux sociaux, on a entendu 16 ans. Caroline, est-ce que cette technique touche surtout les jeunes ? Alors oui, c'est une technique qui touche beaucoup les jeunes puisqu'ils naviguent beaucoup sur les réseaux sociaux et sont donc sont des victimes faciles sur les réseaux sociaux. On parle d'argent facile, donc c'est évidemment très tentant. Et là, on est sur un cas de fraude à la mule par virement. Mais la fraude à la mule, ça existe aussi par chèque. Et par chèque, ça peut être beaucoup plus douloureux encore, parce que dans le cadre d'une fraude à la mule par chèque, la victime va être amenée à encaisser un chèque, par exemple, de 2 000 €. Le montant va être crédité sur son compte tout de suite, mais la banque ne va pas encaisser le chèque tout de suite. Il y a souvent des délais qui peuvent aller de 10 à 15 jours pour que la banque puisse réellement encaisser le chèque. Mais la banque fait l'avance des fonds. Et donc, si la personne qui a encaissé le chèque fait tout de suite un virement, par exemple, de 1 800, 1 900 € à la personne qui lui a remis le chèque,
Quand la banque va revenir en disant « Pardon, mais en fait, le chèque était un chèque volé, donc je n'ai pas pu encaisser le chèque », les 1 800, 1 900 euros qui sont partis, qui ont été virés à la personne qui vous a remis le chèque, il va falloir les rembourser. Donc, en plus de participer à une opération de blanchiment, dans ce cas-là, la personne va en plus se retrouver avec des dettes à rembourser. Donc, ce sont des arnaques qui font vraiment beaucoup de mal. Et effectivement, ça touche beaucoup les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui peuvent être facilement attirés peut-être par cet argent facile. Peut-être un peu trop confiant, mais comment on peut accompagner les mineurs, Hervé ? Alors, il y a quelque chose qui est marquant quand même dans il a 16 ans et il a réussi à ajouter un bénéficiaire, a priori en toute liberté, un nouveau bénéficiaire. Donc il a enregistré un nouveau IBAN sur son espace en ligne pour pouvoir faire un virement vers ce fraudeur. Bon, l'histoire ne le dit pas, peut-être que les parents ont validé, mais il nous semble que quand même, dans ce cas-là, le responsable légal devrait être contacté, parce que c'est absolument pas une opération insignifiante que de rajouter un bénéficiaire de virement sur un espace en ligne. Donc voilà, nous on attire à une grande vigilance des parents, bien entendu, sur les comptes. On fait tellement de choses avec un compte bancaire qui peuvent être parfois mettre les jeunes en difficulté, mais aussi des établissements bancaires. On leur a rappelé assez régulièrement sur les comptes de mineurs. Il doit y avoir une attention quand même toute particulière, et il nous semble que l'ajout d'un bénéficiaire devrait réellement faire l'objet d'une autorisation des parents, ou en tout cas d'une validation du responsable légal. Ça aurait certainement évité la fraude dans ce cas-là, si ça avait été le cas. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, plus généralement, oui, beaucoup de fraude, ça véhicule beaucoup de fraude. Et il est quand même assez curieux, je ne sais pas, alors moi je suis pas sociologue, mais ni psychologue, mais il est quand même assez curieux de voir ce que les gens acceptent de faire sous prétexte qu'ils sont sur TikTok ou sur Facebook et qu'ils ne feraient pas dans la vraie vie. Enfin, si quelqu'un venait vous voir et vous demande ce qu'on vous demande de faire des fois sur les réseaux sociaux, on se rend compte que là on réagirait. Mais comme on est dans un espace qui est le quotidien souvent, et de nombreuses heures de connexion quotidienne sur ces réseaux, je pense que la tension baisse et tout de suite on se dit c'est des gens qui sont comme moi et je peux avoir confiance. Tout de suite il y a un capital confiance plus fort. Ben non, hélas, les fraudeurs jouent aussi là-dessus, et donc sur les réseaux sociaux on se méfie comme dans la vraie vie. En fait, c'est pas mieux. Alors, pardon, je suis un peu pour l'interactivité, sans forcément attendre la fin, que je vois quelqu'un qui voudrait absolument poser une question. On va les prendre un peu au fur et à mesure aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste ? Oui, Dominique Riolan, je suis à la direction de la sécurité. Alors, c'est drôle l'exemple que vous donnez, parce que bon, j'ai mon fils ici, qui est en stage à la Tomène, et donc il a un compte à la BNP. Et j'ai voulu faire un virement de son compte sur mon compte. Je suis son père, et en fait la BNP m'a dit il faut l'autorisation des deux parents. Donc je m'étonne un petit peu de l'exemple qu'on a vu, que ce garçon a pu faire une opération directement comme ça. Parce que moi c'est de son compte sur mon compte, avec le même nom. Eh ben, ils n'étaient pas la BNP, visiblement, parce que visiblement, oui. Il n'y a pas d'obligation légale en l'espèce, en fait. Il n'y a pas d'authentification forte ou d'obligation très stricte et bien arrêtée. Donc, les établissements mettent le niveau de sécurité un peu là où ils le souhaitent. Alors, le conseiller... Je crois qu'il y a une différence entre les actes d'administration et les actes de gestion. Après, ça va dépendre des montants également que vous souhaitez mouvementer. Merci pour le témoignage. C'est drôle parce que... On va poursuivre par contre. J'ai des questions. Alors, juste pour rebondir sur ce que dit monsieur, votre fils, il est quand même très bien élevé, et certainement, et il n'a pas piraté, copié, espionné quoi que ce soit sur les comptes de ses parents. Voilà. Il y a certains enfants qui sont très, 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 très autonomes à l'heure actuelle, confrontés aux réseaux sociaux, à une activité humaine qui est parfois un peu compliquée dans certaines familles, confrontés également à l'isolement. Il y a des enfants qui sont confrontés aux réseaux sociaux de manière assez violente.
on le voit dans les comportements, mais on le voit aussi dans les agissements. La fraude à la mule, c'est tout simple. Hein. J'ai besoin d'un peu d'argent, et puis mes parents ne sont pas là parce qu'ils sont partis ailleurs, et puis voilà, moi je suis en conflit ouvert avec eux, ça peut arriver. Les circonstances peuvent faire que ça peut arriver. N'empêche que moi je m'adresse à eux. La tentative, elle est punissable, et la complicité aussi est punissable, tout comme l'auteur principal de l'infraction. En l'espèce, la tentative d'escroquerie, parce qu'il y a une escroquerie derrière, c'est 5 ans et 375 000 € d'amende. Bon, vous ne serez pas condamné à 5 ans, mais ça fait mal de partir avec un petit casier dans la vie. Pour ceux qui sont majeurs, ce genre d'infraction vous interdit certaines professions dans l'avenir. Je vous le dis. À partir du moment où vous avez un casier, terminez les administrations, certaines administrations de l'État. Mais est-ce qu'on peut vraiment être accusé de blanchiment quand on a été victime d'une telle fraude ? Alors, oui, il y aura une sanction. Oui, il y aura une sanction, mais en général, la sanction, ça va être une réparation, ça va être des travaux d'intérêt généraux, ça va être ce genre de choses. Ou une mesure éducative si on est mineur. Ça ne sera jamais une condamnation véritablement ferme. En revanche, si je suis habitué de ce genre de choses et qu'un jour je me fais attraper, oui, effectivement, là par contre, il n'y aura pas d'état d'âme pour la justice. D'accord. Bon, vous aurez compris que je prends les questions au fur et à mesure si on peut avancer. Néanmoins, donc, je vous propose de passer sur une troisième arnaque qui a à voir avec l'usurpation d'identité. C'est l'arnaque au faux RIB ou au faux IBAN. Donc là, vraiment, le principe, c'est de tromper la victime en lui envoyant un RIB en prenant l'identité d'un créancier, de manière à ce qu'il fasse un virement non pas vers le compte réel de son créancier, mais vers le compte de l'escroc. Et je vous propose un nouveau témoignage. Notre adhérent a commandé en magasin un vélo. Il a ensuite échangé par mail avec le commerçant qui lui a envoyé un RIB pour procéder au règlement du solde à payer, soit 4 400 €. Il a ensuite, quelque temps après, reçu un nouveau mail du commerçant lui indiquant qu'il changeait de banque et de bien vouloir procéder au paiement sur ce nouveau compte bancaire. Notre adhérent s'est en fait exécuté. Or, sa boîte mail avait été piratée. Les escrocs avaient récupéré les informations, permettant ainsi de créer une nouvelle adresse mail similaire à celle de la boutique. Et donc, ils avaient envoyé un RIB falsifié à notre adhérent. Il s'agit là d'une usurpation d'identité du magasin de vélos. Du côté de la victime, la banque a refusé de rembourser car il s'agissait d'une opération en fait autorisée. Notre adhérent, ayant été abusé, a donc porté plainte. Colonel, je vous redonne la parole tout de suite. Comment cela a pu se réaliser ? C'est tout simple. Hein. C'est-à-dire que certainement le magasin de vélo a été victime d'une cyberattaque dans laquelle il y a eu extraction de ses données et de son fichier client. Et à partir de là, c'est tout simple. Hein. On se met en mode écoute entre deux ordinateurs et ce qui se passe entre la société et puis différents clients. On voit ce qui se passe au bout d'un moment. On capte une information intéressante. En l'espèce là, c'était une information qui visait au règlement d'un vélo. Je modifie le RIB. Je renvoie le RIB vers mon compte et puis ça part tout simplement. C'est totalement inaperçu, sauf qu'il y a des moyens pour contrer ça. Hein. C'est quand je paye une fois, je reçois un RIB. S'il y a un changement de RIB dans un temps très proche, j'appelle le magasin et je lui demande tiens, pourquoi vous avez changé de RIB ? Parce que là, j'étais prêt à le faire. Là, vous verrez que tout de suite, s'il y a une arnaque ou pas. Surtout vu les sommes qui sont échangées pour un particulier.
Caroline, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui doit être une alerte en fait pour nous, pour le consommateur dans ce type d'arnaque? Eh bien, effectivement, un changement de RIB en cours d'opération, ça doit être un signe d'alerte. Toujours vérifier de vive voix et pas par échange de mail, puisque si le faux RIB est arrivé par mail, un échange de mail ne fera que confirmer le faux RIB. Et ces situations peuvent être vraiment, peuvent amener à des situations dramatiques. Nous, on a vu des cas où c'était des notaires qui s'étaient fait hacker leur boîte mail, et quand le montant de la fraude porte sur le prix de vente d'un bien immobilier, c'est extrêmement grave. C'est pas sur 4 000 €, c'est sur des montants bien plus importants. Donc là aussi, il faut être très vigilant et vérifier les IBAN, notamment, par exemple, si c'est un notaire, le code banque commence forcément par CDC, pour Caisse de dépôt et consignation. Et si vous avez un doute, vérifiez, demandez à votre banque de vérifier. Mais dans tout état de cause, toujours vérifier de vive voix. Ça allait être ma question pour Hervé, c'est qui doit vérifier? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est la banque? Alors, d'abord, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais dans votre espace bancaire, je peux mettre mon nom. Je veux ajouter un bénéficiaire. Je vais mettre le nom du colonel. Merci. Et à côté, je vais mettre le RIB de Madame Bontemps. Et la banque, elle va pas réagir. Elle va pas voir qu'il n'y a pas de concordance entre le nom et l'IBAN que je suis en train d'entrer, et tout simplement parce que au jour où je vous parle, là, tout de suite maintenant, ce n'est pas une obligation légale. Alors, ça va le devenir certainement, hein, il y a des travaux européens qui veulent le rendre obligatoire. Il y a déjà des établissements bancaires qui vérifient la concordance entre l'IBAN et le nom du bénéficiaire qu'on introduit dans son espace en ligne, mais pour le moment, ce n'est pas une obligation. Et visiblement, dans ce cas-là, lorsque le client a tapé magasin de vélo Intel et qu'il a mis un nouvel IBAN de l'escroc, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que les établissements bancaires, pour effectuer des virements, ne se basent que sur l'IBAN qui est donné par la personne. Donc, vous rentrez un IBAN et ils ont seulement l'obligation de bien respecter cet IBAN, mais pas du tout de vérifier que c'est bien l'IBAN du nom qu'on rentre comme bénéficiaire dans son espace en ligne. Voilà. Donc ça, on espère que c'est une évolution qui va arriver rapidement. Ça évitera un bon nombre, j'espère, d'usurpations comme ça d'IBAN. Mais pour le moment, il faut être très prudent et donc vérifier vraiment, car il n'y a pas de vérification systématique et automatique par la banque de la concordance entre le nom du bénéficiaire et l'IBAN qu'on lui associe. Et une fois que le virement est fait, on ne peut plus rien faire. Alors, il y a des procédures de rappel des fonds, mais là encore, il faudra que ce soit extrêmement rapide, parce qu'il faut que, pour que la banque vous renvoie éventuellement les fonds à votre établissement, il faut encore qu'ils soient sur le compte. Or, généralement, ils ont disparu de manière très très rapide. Donc, la rapidité est essentielle. Et puis, ce sont des procédures un petit peu dérogatoires, puisqu'il faut rappeler qu'en matière de virement, c'est irrévocable. Une fois qu'on a fait un virement, il n'y a pas de délai de rétractation, il n'y a pas de possibilité normalement, il faut que le virement se fasse. Donc, normalement, ça se fait. Bon, après, on peut effectivement tenter la demande de rappel des fonds. Les banques le font en leur expliquant la situation, et parfois, ça fonctionne. Ok, parfois ça fonctionne. Parfois ça fonctionne. Alors, je vous propose de passer au prochain témoignage, qui ce coup-ci va nous parler de piratage et de piratage d'ordinateurs. Notre adhérent a tout d'abord reçu un message d'alerte visuel et sonore sur son ordinateur. Un virus venait d'apparaître sous la forme d'un cheval de Troie avec un numéro d'urgence à composer. Il a donc appelé ce numéro et la personne qu'il a obtenue au bout du fil s'est présentée à lui comme conseiller informatique. Il s'est montré rassurant et lui a demandé à prendre la main sur son ordinateur à distance. Il lui a presque aussitôt indiqué qu'un piratage était en cours sur ses 3 cartes bancaires. Afin de sécuriser les données, le faux conseiller informatique lui a cité les numéros de ces 3 cartes et lui a demandé de composer la partie qu'il ne connaissait pas. Le consommateur
a donc composé les numéros, y compris les numéros se situant à l'arrière de la carte bancaire, et a ensuite reçu par SMS un code qui lui a été demandé de rentrer à son tour sur l'ordinateur, ce qu'il a fait. Dès lors, l'alarme visuelle et sonore a cessé et le faux informaticien a rassuré les clients en lui disant que l'ordinateur était sécurisé. En réalité, il venait de se faire pirater ses 3 cartes bancaires en validant lui-même ses données. Bon. Son ordinateur qui se met à sonner et à pop-up, c'est assez angoissant, non? On peut comprendre qu'il réagit comme cela. Oui, tout à fait. Alors, il y a une arnaque qui était, une escroquerie qui était assez courante il y a quelques temps. C'était le faux support technique. Vous alliez sur un site, vous naviguiez, vous n'allez pas faire attention. Il y a une fenêtre publicitaire qui s'ouvrait en arrière-plan, et puis après, ça commençait à pas aller bien. L'ordinateur commençait un petit peu à ralentir, et puis d'un coup, il y a une fenêtre, multitude de fenêtres qui s'affichaient, et voilà, et puis cette fameuse alerte qui arrivait. Alors très simple à contrer, hein, pour ceux qui le savent. On fait, c'est le navigateur qu'il faut arrêter. C'est pas vous pouvez arrêter l'ordinateur, mais je vous conseille d'arrêter le navigateur. C'est tout simple. Il y a une combinaison de touches. C'est Alt Tab, les 2 flèches qui s'opposent, qui sont en général à gauche du clavier vers le haut, et ensuite avec un clic droit, aller dans la barre de navigation, avec un clic droit, fermer le navigateur. Vous le réouvrez, vous videz votre historique et tout redevient normal. Voilà, il n'y a pas besoin qu'un conseiller. Ça, c'est la méthode la plus simple pour contrer cette arnaque aux faux conseillers, aux faux supports techniques. Il n'empêche que là, c'est un peu la cata, parce qu'ils récupèrent les numéros de carte. Hormis les avoir achetés sur le dark, je vois pas comment on peut faire. Voilà, se faire partie d'une base de données de cartes bancaires achetées sur le dark web pour avoir les 3 numéros de carte banquants, et après contacter la personne qui complétera les numéros qui sont demandés. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, consommateurs, pour ne pas être victime de ce type d'arnaque? Alors, déjà, quand on vous demande de l'argent vis-à-vis de ça, je vous ai expliqué la manip avec le Alt Tab, fermer le navigateur, et après, vider votre historique de telle manière. Votre historique, vous ne perdez rien. Hein. Vous perdez juste la capacité à naviguer plus vite. Enfin, si plus vite, d'un dixième de seconde, peut changer une vie, moi, la mienne, elle ne change pas. Et je le fais régulièrement. Ça, c'est tout simple. Ça permet d'éviter l'arnaque, carrément, et l'escroquerie. En revanche, après, ce n'est pas répondre aux sollicitations qu'on viendrait vous voir. Il n'y a personne qui viendra vous réparer un ordinateur à distance. Personne. Personne n'est capable de vous réparer un ordinateur à distance, de vous débloquer quoi que ce soit. Même nous, le service de gendarmerie, on a un centre national d'assistance aux utilisateurs. On nous demande de faire nous-mêmes nos actions. De temps en temps, il y aura une action qui sera faite à distance, mais en vue de déceler. Mais jamais l'action positive sera toujours faite par l'utilisateur. Donc, ne rentrez pas dans ce débat, ce discours-là. Voilà, si quelqu'un le fait, vous faites la manip que je vous ai donnée. Et tout rentrera dans l'ordre, normalement. Et est-ce que si on y est rentré, on a aussi intérêt à porter plainte? Là, il faut juste signaler les faits si on n'a pas été victime. Là, il n'y a pas de préjudice, donc il n'y a pas forcément d'intérêt sur le dépôt de plainte. Faut juste aller signaler, soit sur Taisé, soit sur, si vous avez vu que votre carte bancaire est apparue, sur la Perceval. Hervé, oui, pardon, quelqu'un. Si vous voulez poser une question, c'est avec le micro. Si, c'est bon, allez-y. Caroline a un avis là-dessus? A priori, Ouais, il avait quand même tous les éléments pour faire des achats en ligne. Enfin, il avait le cryptogramme de sécurité. Non, le pictogramme de sécurité, il le récupère après, une fois dans sa demande. Mais là, il avait l'air de dire qu'il lui avait donné. Oui. Si l'escroc a les données de la carte, oui.
S'il ne les a pas, non. Mais là, je comprends que c'est la victime qui les donne. Donc, là, notre conseil, ce serait plutôt de protéger vos données personnelles et d'éviter de donner vos numéros de carte quand on vous les demande, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un service technique auquel la personne n'avait manifestement pas adhéré, parce qu'un service technique, c'est pas gratuit. Donc, si quelqu'un se prétend d'un service technique pour réparer son ordinateur, il faut peut-être se poser la question de est-ce que je paye ce service et deuxièmement, on ne donne pas son numéro de carte et on ne valide pas d'opération qu'on n'a pas initiée soi-même. Et en revanche, si ce sont des opérations qui ont été faites sans authentification forte, vous vous rappelez ce qui a été dit tout à l'heure, à ce moment-là, vous pourrez contester ces paiements. S'ils sont faits sans authentification forte, vous pouvez dire que vous n'en êtes pas à l'origine, et en l'espèce, vous n'en serez pas à l'origine, et demander à être remboursé des sommes en question. Je tenais à signaler aussi que ce qui arrive souvent, là on est dans une espèce de combi, alarme, support technique et fraude sur les cartes, mais souvent ce qui arrive, c'est que ça bloque votre ordinateur et on vous demande une sorte de rançon ou bien de financer un service technique pour le libérer. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il vous donne les conseils que vient de vous donner le colonel, sauf que c'est pour 500 balles et qu'on vous dit vous faites contrôle tab et puis après vous allez fermer le navigateur et hop, c'est réglé. J'imagine qu'ils l'enrobent pour essayer de justifier de leur paiement, mais bon, on voit bien que c'est typiquement de l'arnaque, mais ça prend souvent cette forme. Donc vigilance. Oui, tout à fait. Oui. Et là encore, ça joue souvent sur des ressorts psychologiques, parce que ce sont souvent sur ça arrive souvent sur des sites qui ne sont pas sécurisés, soit de streaming illégaux de vidéos, soit sur des sites qui diffusent de la pornographie ou des choses comme ça. Donc les gens en plus sont honteux, le machin se met à sonner, c'est la panique, et du coup ils acceptent tout ce qu'on leur propose pour sortir de ce mauvais pas. Et clairement, dans ce cas-là, ils sont prêts à tout, quoi. Okay. Merci. On passe à une nouvelle arnaque. Vous les avez vues dans la table ronde précédente et sur les slides, mais la question des chèques, des faux chèques de banque. Donc le chèque, c'est pas forcément le moyen de paiement préféré de votre génération, c'est sûr, mais c'est encore celui qui est le plus fraudé. Donc il faut y être vraiment attentif et je propose de regarder encore le dernier témoignage dessus. Notre adhérent a vendu son véhicule à un particulier. Par sécurité, il a demandé à son acheteur un chèque de banque. Le vendeur, par précaution, a contacté la banque de son acheteur afin de vérifier la solvabilité de celui-ci. Et celle-ci lui a confirmé lui avoir remis un chèque de banque. La vente a été conclue, l'acheteur est parti avec la voiture, le vendeur avec son chèque. Le chèque a été déposé via l'automate de la banque et le compte du vendeur a été crédité des 15 000 €. 5 jours plus tard, la banque a appelé le vendeur en l'informant que ce chèque était un faux. Son compte a été débité des 15 000 €. Des informations ont été demandées à la banque de l'acheteur. Celle-ci a informé le vendeur que le chèque de banque lui avait été restitué en invoquant le fait que la vente ne s'était pas réalisée. En fait, l'acheteur avait créé un deuxième chèque de banque. Par la suite, la voiture a été retrouvée et remise au vendeur. Alors, ce que je trouve quand même particulièrement inquiétant... Tous les fraudeurs ne sont pas intelligents. Voilà. C'est la première marque, je pense. Mais le vendeur avait pris des précautions avant de réaliser la vente. Ouais, dans le déroulé, il y a juste une information qui n'a peut-être pas été donnée. On ne fait jamais de vente avec un chèque de banque le week-end. Parce que vous ne pouvez pas vérifier avec certaines banques qui ne sont pas, dont les portes ne sont pas ouvertes le week-end. Les agences ne sont pas ouvertes le week-end. Voilà, certaines, on ne fait pas de vente le samedi ou le dimanche après-midi, le samedi après-midi ou le dimanche. Voilà, c'est un principe de base. Déjà, ça permet de vérifier. Et après, effectivement, oui, dans le cas d'espèces, il y a une somme d'informations. Le vendeur, quand même, il
il a tout fait pour vérifier. Il a appelé la banque, il a vu que le chèque de banque était correct. Après, l'autre, l'arnaqueur falsifie le chèque de banque. Je serais bien curieux de voir un petit peu le pourquoi du comment. Est-ce qu'il n'y a pas de responsabilité de l'établissement bancaire ? Je ne peux pas vous le dire, ça. Si je peux me permettre, alors pour vérifier le chèque de banque, pareil, il faut éventuellement regarder dans quelle agence est la personne qui vous remet le chèque, mais ne pas téléphoner sur le numéro qui figure sur le chèque de banque, parce que si c'est un faux chèque de banque, c'est un faux numéro, il a un complice qui va vous répondre et vous confirmer qu'effectivement, ils ont bien émis un chèque de banque. Ça, c'est des cas qu'on a eus. Donc, bien entendu, il faut vous renseigner vous-même sur le numéro de téléphone de son agence bancaire que vous trouvez par vos propres moyens, sans quoi, c'est hélas, on tourne en rond. Est-ce qu'il y a des moyens de vérifier des éléments sur le chèque directement ? Alors oui, vous retrouverez des articles assez intéressants. Alors il faut savoir que les arnaques au faux chèque de banque, hélas, c'est vieux. Hein. Ça fait longtemps qu'on traîne ces arnaques. Donc les chèques de banque ont été un petit peu sécurisés. On a ajouté un filigrane à l'arrière. Je vous incite, il y a des articles assez intéressants à la Finance pour tous. Il y a un article qui parle des faux chèques, mais vous les retrouverez aussi sur les clés de la banque et vous verrez cette photo du filigrane qui permet d'assurer qu'on a affaire à un vrai chèque de banque. Bon, c'est pas imparable, hein, c'est comme repérer un faux billet, il faut quand même avoir l'œil, mais ce sont déjà des éléments. Si on essaie de vous remettre un faux chèque de banque grossier, vraiment fait de manière pas très pro, il n'y aura pas ces éléments de sécurisation et auquel cas vous pourrez vous douter que c'est un faux chèque de banque. Bon, et alors, si on ne doit pas faire des ventes le week-end, est-ce qu'on a d'autres solutions que le chèque, Caroline ? Oui, de plus en plus, il y a des sites de vente de véhicules entre particuliers qui proposent également des services de temporisation qui permettent à l'acheteur de verser les fonds avant de se rendre sur place pour récupérer le véhicule et qui permettent de certifier au vendeur que les fonds ont bien été bloqués et les fonds ne sont débloqués que lorsque l'acheteur confirme qu'il a bien pris possession du véhicule. Ça permet de sécuriser à la fois l'acheteur et le vendeur, parce que dans ces cas-là, il y a également des vérifications qui sont faites par la plateforme sur la propriété du véhicule, sur sa carte grise, l'identité des personnes, de l'acheteur et du vendeur. Ça sécurise quand même pas mal la transaction. Merci, c'est clair. On a fait le tour de nos témoignages, donc c'est à vous maintenant de... pardon. Il y a presque un site que je vais vous retrouver là, qui permet de poster des documents et qui est sécurisé. En clair, si vous avez à échanger par exemple des fiches de paye dans le cadre d'un loyer ou des choses comme ça, vous les déposez sur ce site, c'est un site du gouvernement qui a été développé par le gouvernement, qui permet de dire voilà, j'atteste que la pièce d'identité, j'atteste que le passeport, j'atteste que la fiche de paye ou le document, c'est un document qui est réel, qui n'a pas été trafiqué par rapport à l'original. Je vais vous trouver le nom du site. On attend le nom. Et en attendant, est-ce que vous avez des questions à poser à nos experts sur ces fraudes et leur identification ? Oui, allez-y, pardon. Alors, bonjour, je suis Léa Roubieux, je suis coordinatrice départementale des points conseil budget des Bouches-du-Rhône. Et c'était pas vraiment une question que j'avais à poser, mais une petite remarque, parce que j'ai constaté qu'on avait beaucoup d'étudiants dans la salle, notamment BTS économie sociale familiale, donc peut-être de futurs travailleurs sociaux, de futurs conseillers en économie sociale familiale, qui vont être amenés à recevoir des familles, des personnes qui seront peut-être aussi victimes d'arnaques, victimes de difficultés budgétaires ou bien de dettes suite à une arnaque. Je les invite aussi à être tout particulièrement vigilants et à jouer le rôle d'alerte aussi concernant les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles.
C'est-à-dire que des personnes, comme on a pu en voir des exemples, je repense à la personne qui a donné les numéros de ses 3 cartes bancaires. Bon, là, on peut être face à une personne qui peut être âgée, qui peut être avec un léger handicap. Il y a des personnes tout à fait autonomes, mais qui manquent de présence d'esprit à ce moment-là, qui peut être parfois liée à des altérations de leurs facultés ou autres pathologies. Et donc là, d'être bien vigilant et de jouer ce rôle de travailleurs sociaux, mais c'est également le cas pour les conseillers bancaires, de pouvoir alerter, de pouvoir signaler au procureur de la République du tribunal compétent toute personne qui pourrait être particulièrement vulnérable et qui aurait alors peut-être besoin d'une mesure de protection. Sachant qu'ensuite, dans l'ouverture de la mesure de protection, le mandataire judiciaire a la possibilité de revenir sur des actes qui auraient été passés, alors pas forcément sur les arnaques aux moyens de paiement, hein, là en général c'est raté, mais en tout cas le mandataire ensuite peut revenir sur des actes qui auraient été passés dans les 2 ans précédant la mesure de protection si la personne a été victime de certaines escroqueries. Voilà, donc c'était simplement une remarque. Et ma deuxième remarque était aussi en lien avec les points conseil budget. Les 500 points conseil budget qui existent en France accueille, on va dire de manière inconditionnelle, toute personne qui aurait des questions sur le budget, sur des crédits, sur la gestion financière. Et donc, je vous invite à vous rapprocher des sites Educfi, Banque de France, etc., qui proposent toutes les informations. Merci pour ces remarques. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Non. Est-ce qu'il y a une autre question ? On a reçu une question via Internet concernant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a un risque croissant d'arnaque avec les JO et quelles sont les arnaques potentielles auxquelles on peut être susceptible d'être victime et à quoi il faut faire attention ? À quoi il faut faire attention pour les JO ? Déjà être prêt pour les JO, c'est un leitmotiv chez nous. Non pas que j'espère gagner une épreuve sportive cette année. Sinon, le Body Summer, c'est pour 2030. Au-delà de la plaisanterie, l'arnaque la plus fréquente, ce sera tout ce qui est la possibilité d'acheter un billet pour les épreuves. Ce sera la fraude à l'hébergement. Si on vous propose, allez, je sais pas, une nuit d'hôtel à 100 € dans Paris, intramuros, pour les JO, à mon avis, il y a un loup quelque part, voire même un produit gratuit. Chez nous, on a une petite devise où on dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, on a trouvé ce petit slogan qui était assez frappant. Donc dites-vous bien une chose, c'est que les bonnes affaires, elles ont appris à payer derrière. L'arnaque sur les billets, sur la billetterie, c'est tout simple. Vous ne pourrez pas accéder sur un site olympique si vous n'avez pas un billet dématérialisé avec un QR code qui est régénéré toutes les 15 minutes dans un temps proche de l'épreuve. Donc vous allez voir fleurir au bord des épreuves sportives, des lieux des épreuves sportives, des gens qui vont vous vendre des smartphones avec des QR codes. C'est pas des vrais. Voilà. Parce que vous l'avez à l'instant T, peut-être le QR code, mais dans 15 minutes plus tard, il changera. Donc le système est assez bien fait. Si vous voulez acheter un vrai billet pour participer, pour assister à une épreuve des JO, c'est tout simple. Il y a un site d'échange qui est officiel et c'est le seul site d'échange du COJO, du Comité olympique des Jeux olympiques. C'est tout. Ensuite, après, je vous dis, il y a plein de fraudes qui vont se monter. La principale menace, nous, qu'on observera au fil des JO, ça fait déjà plus d'un an, et ça fait environ déjà plus d'un an, presque un an et demi qu'on est déjà sur le sujet,
sur la lutte contre la fraude à la billetterie, lutte contre toutes les fraudes possibles et inimaginables commises en ligne. On a déjà fermé plus d'une centaine de sites en lien avec des organisations européennes, mondiales, même avec les douanes américaines. Voilà, c'est une grosse collaboration. On travaille avec les douanes italiennes qui vont récupérer ce que l'on a fait pour l'organisation des JO. Au-delà de ça, cette préparation en amont nous nécessite beaucoup d'énergie. Et comme je vous indiquais, au départ, c'était de la fraude, c'était de l'escroquerie. Et plus on va se rapprocher des JO, plus on va avoir des côtés messages de type attaque sur ce qu'on appelle des activistes. Activistes avec un H, comme des hackers actifs, qui travaillent ou non pour des organisations qui sont anti-JO, qui travaillent aussi pour des États, qui travaillent aussi pour des structures qui défendent des intérêts divers et variés. Voilà ce qui va se passer dans les prochains mois. Et on estime qu'on était à 48 milliards d'attaques, on dépassera les 50 faciles pour les JO. Hein. Voilà, on multiplie par 10 à chaque fois. À chaque JO, on multiplie par 10 les cyberattaques. Si vous me permettez de rebondir, parce que là, bon, on peut espérer qu'avec les JO, ça prendra fin, les arnaques aux JO, mais sur la billetterie de spectacles, de concerts, il y a des arnaques à tout va, et là, on fait le pont avec les réseaux sociaux. Les gens qui vous proposent des places moi j'avais eu un dossier, c'est un jeune qui était persuadé que c'était pas des fausses places, c'était pour PNL à Bercy, c'était des photocopies des places. C'est trop facile maintenant, on vous les envoie par mail les places, donc vous pouvez en imprimer 10 si vous voulez et les vendre 10 fois. Et il n'y en a qu'un qui rentrera. Hein, on scanne le code barre et voilà, c'est le premier, celui qui arrive le plus tôt, celui qui veut être dans la fosse, qui peut-être rentrera, mais les autres, et vous allez tous les soirs à Bercy hein, pour les concerts un peu importants, vous avez la file des gens qui sont achetés des billets. Soi-disant parce que évidemment je peux pas y aller, j'ai des amis qui peuvent pas venir, ils ont toujours une bonne excuse. Et l'adhérent en question avait vu le gars, il l'avait rencontré à la Défense, il lui avait mis ses places dans la main, et c'était des places imprimées en fait. Hein. Moi je suis déjà allé à des concerts comme ça, on vous les envoie par mail, vous les imprimez, si vous avez envie de les imprimer 10 fois, vous les imprimez 10 fois. Donc, il faut faire super attention. Il y a des sites de revente, effectivement, par salle de spectacle, hein, ou bien sur certains sites pseudo-officiels, mais en tout cas reconnus par la profession des organisateurs de spectacles, comme Ticketmaster, qui vous permettent d'acheter. Là, il y a une bourse où on peut revendre ses billets si on a un empêchement pour y aller, et où on peut acheter effectivement ces billets. Mais en revanche, sur les réseaux sociaux, vous avez un pourcentage de chance de vous faire arnaquer qui est très élevé. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 90% de chances de se faire arnaquer parce que ce seront des photocopies de place, tout simplement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question en ligne ? Oui, on a reçu une autre question relative à la négligence grave. Est-ce qu'on peut être considéré comme avoir été négligent si on a été appelé par le numéro de la banque, justement, et la banque peut nous refuser un remboursement si on pensait vraiment être avec la banque? Ben bon, alors, là on grimpe d'un niveau, c'est la jurisprudence qui nous le dira, hein, ce sont les juges. Je ne suis pas certain qu'il se soit prononcé sur des cas de spoofing spécifiquement. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un faisceau. Alors, plus il y aura d'éléments qui démontreront que malgré une vigilance extrême, le consommateur n'a pas... malgré une vigilance extrême, il l'a fait quand même, mais il a été très vigilant et tous les éléments allaient dans le sens de ce qui lui était raconté par le fraudeur. Le numéro était celui de son agence, il connaissait le nom du conseiller, il avait éventuellement récupéré, on ne sait pas trop comment, les derniers éléments de ses relevés de compte. Voilà, plus c'était imparable,
Et plus il y a de chances quand même qu'on écarte la négligence grave. Voilà. Après, c'est les juges qui diront... On a eu des décisions de jurisprudence, entre autres une de la Cour de cassation, qui a établi cette histoire, entre guillemets, cette théorie de la négligence grave. Mais c'était un mail plein de fautes d'orthographe. Voilà, c'était le truc, vraiment. La personne, si elle ne s'était pas rendue compte que ça ne pouvait pas être... son interlocuteur normal, c'était pas normal. Mais là, il faudra voir, mais ceci dit, on peut vous dire qu'il y a quand même des décisions de justice basées aussi sur l'obligation de la banque de prouver la négligence grave, ce qui est encore un autre élément, un problème pour rapporter la preuve. Donc il y a des décisions de justice qui sont favorables aux consommateurs, mais voilà, là on est dans des terrains où c'est la jurisprudence qui nous dira où on va en la matière et qui affinera. Pour le moment, on retient encore la négligence et effectivement, lorsqu'on donne tous ces codes, lorsqu'on valide des opérations qu'on n'a pas émises, il y a un gros risque de se voir opposer la négligence grave et il y a un gros risque qu'un juge dise effectivement il y a eu négligence grave. Après, ce sera, je vous dis, un faisceau d'indices qui pourront permettre éventuellement de l'écarter, mais pour le moment, on n'a hélas pas de règle. Je ne peux pas vous dire s'il y a ça, ça et ça dans votre arnaque, vous êtes sûr d'être remboursé. Et là, j'aimerais pouvoir le faire, hein, j'aimerais pouvoir le dire à mes adhérents également, mais pour le moment, on n'a pas ces certitudes. Et si je peux me permettre de rajouter, les banques communiquent beaucoup ces derniers mois pour informer les clients sur ces cas de fraude aux faux conseillers. Vous ne pouvez pas aujourd'hui ouvrir une appli bancaire sans avoir des informations sur un conseiller ne vous demandera jamais de valider une opération, ne vous demandera jamais des données personnelles, etc. Donc ces messages de vigilance sont aussi là pour renforcer l'information des clients, et plus les clients sont informés, et plus il leur sera difficile de prouver qu'ils n'ont pas, enfin, de se défendre contre cette négligence grave. On est arrivé à... Le site internet que je voulais vous donner, c'est filigrane.beta.gouv.fr. Vous pouvez l'utiliser en toute sécurité pour l'échange, par exemple, de vos pièces d'identité, si vous avez à fournir des pièces d'identité, je ne sais pas, pour une location, des choses comme ça. Ce n'est pas conservé après. Filigrane. Fili, F-I-L-I-G-R-A-N-E. Ça fait surtout écho à ce à quoi il a été fait allusion tout à l'heure, des usurpations d'identité pour ouvrir des faux crédits, des crédits, en fait. Ce qu'on a eu beaucoup, c'est vous avez un enfant étudiant à Lille qui cherche un logement. Alors on va sur le Bon Coin, parce que maintenant quand on cherche un logement, on va sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin, les parents sont tout contents, ils trouvent un logement. Le soi-disant bailleur leur demande d'envoyer feuille de paye, impôts, pièces d'identité. Et fort de tous ces bons documents, ils s'ouvrent des crédits en ligne. Et avec ces crédits en ligne, ensuite, il faut arriver à prouver que ce n'est pas nous qui les avons ouverts, que c'est une usurpation d'identité avec utilisation de ces documents. Le fameux filigrane peut empêcher, c'est donc une riposte qui a été mise en œuvre, le fameux filigrane pourra empêcher éventuellement la réutilisation à d'autres fins que celles initialement prévues, en l'espèce louer un logement, pour par exemple ouvrir des faux crédits à la consommation ou des crédits à la consommation à votre nom alors que vous n'avez rien demandé. Merci. Alors, on est arrivé au bout de l'heure. Alors, je vous propose de conclure. Alors, moi, je retiens 3 grands conseils quand même de ce que vous avez dit, sous votre contrôle néanmoins. C'est que d'une part, l'urgence s'appelle la vigilance. Rien ne nécessite jamais, vous l'avez dit Caroline, un virement, un paiement urgent. On peut toujours prendre le temps de regarder. Et j'entends aussi qu'il faut bien regarder en amont, parce que c'est plus compliqué les recours. Donc, regardez les adresses d'expéditeurs. Rappelez vos banques, ne les laissez pas vous appeler, vraiment soyez attentifs. Et 3, j'entends qu'il faut beaucoup réfléchir que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Et que c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est sans doute que c'est pas vrai, en fait.
Voilà, il me reste à vous remercier pour tous vos conseils, à vous remercier dans la salle et en ligne pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de la semaine d'éducation financière, à la fois sur le site Mes questions d'argent, mais sur tous les réseaux sociaux EducFi. Vous retrouverez quiz et conseils sur les arnaques tout au long de la semaine. Merci à vous. Merci. Je vous en prie.